First of all, I would like to thank the Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cet excellent événement, particulièrement Kenneth. Toutes les choses sont interconnectées. Il y a des synergies entre les différentes présentations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais en fait parler de ce qui va un peu à l'encontre. L'idée est la suivante. Même s'il y a une rupture en 1914, la tendance, la dynamique de la guerre, en fait, a mené à une coopération internationale accrue dans le contexte des nations alliées et les universités jouent un rôle central. Donc, je voulais décrire ce processus à partir de 1914 jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, l'argument est qu'entre 1914 et 1916, la guerre était plutôt nationale, organisée au niveau national, mobiliser des ressources nationales et au niveau économique, social, politique. Et à partir de 1916 jusqu'à 1918, c'est devenu de plus en plus une question des alliés, pas seulement au niveau économique, social et politique, mais également au niveau culturel des scientifiques. C'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, généralement, il s'agit d'un échange culturel important. En septembre 1914, il y a eu donc une brèche entre l'Allemagne et ses opposants. C'était donc une période de rupture et beaucoup de savants se sont penchés sur la nature de cette rupture entre donc les Britanniques et leurs homologues allemands. Il y a l'accent est davantage mis sur la maintenance, sur l'entretien de relations personnelles entre les différents savants. Et plusieurs collègues ont écrit sur la manière dont les contacts ont été maintenus entre les savants des différentes parties. Je pense que ce qui est clair, c'est ce qu'on peut appeler les échanges officiels qui sont vus en 1914, donc un mécanisme normal où les journaux, les thèses ont été arrêtés à partir de la déclaration de la guerre. Et donc, la déclaration de la guerre n'a pas signifié la fin des échanges scientifiques. En fait, il y avait vraiment une nouvelle urgence du fait de la guerre. Je voudrais parler comment la guerre a été mise sur deux fronts de savants. Tout d'abord au niveau de la mobilisation culturelle pour la guerre et puis la mobilisation scientifique pour la guerre. En fait, il y a deux axes qui ont visé à la coopération des Alliés. Alors spécifiquement, en 1916, ce conflit est devenu un conflit allié. Et ceci est notamment souligné par l'entrée en guerre des États-Unis et ensuite la Russie après la Révolution. Et pour clarifier mes propres recherches, la guerre est devenue une guerre culturelle dès le départ. En août 14, un philosophe français a dit que le combat contre l'Allemagne est un combat de la civilisation contre la barbarie. Le 26 août 1914, il y a eu donc un rapport appelé « Pourquoi sommes-nous en guerre ?» Donc, les causes de la guerre étaient établies et donc ils essayaient de traiter le sujet de façon historique. Of German culpability in the outbreak of war to audiences not only in Britain but abroad, especially in North America. Et donc les publics étaient élargis, non seulement à la Grande-Bretagne, mais également à d'autres pays, dont les États-Unis. Les événements à Louvain, lorsque l'armée allemande a détruit la bibliothèque de Louvain, un événement majeur, et les actions de l'armée allemande semblaient dire que l'Allemagne menait une guerre contre la culture elle-même. Et donc, ceci est vraiment
Ce qui est ressorti également de l'appel. Comme on l'a déjà dit, l'appel a établi une base d'interaction internationale contre la guerre. Les manifestes, les pamphlets, les livres publiés, en d'autres termes, c'est devenu une guerre culturelle. Et ensuite, comme il a été dit, d'anciens contacts ont été rompus, alors qu'il y avait... Et donc, la culture qui avait lieu avant la guerre était évidemment menacée. Ceci demandait une action intellectuelle. Et en octobre, l'intelligentsia russe a lancé sa propre réponse. Même chose par les Portugais en décembre, les Suisses par la suite. Tout ceci était... Donc il y a eu différentes réponses à l'appel au monde civilisé des Allemands. Nicholas Murray Butler, président de l'Université de Columbia, a dit que la violation de la neutralité de la Belgique, la destruction de Louvain, ont secoué les Américains comme ils n'avaient jamais été secoués. Donc l'humeur dans aux États-Unis, qui était neutre, a évolué contre l'Allemagne. Donc, ils voulaient pouvoir... This shows how sort of international exchange is breaking down, but it's not only between belligerents, but it's in further fields beyond that. Ce qui est important par rapport aux décisions prises par le gouvernement allemand, par rapport aux professeurs américains, c'est que à ce moment-là, on partait du système du fait que les Allemands avaient été trop loin dans la propagande. Les Français, le gouvernement, ont décidé d'exercer un pouvoir souple et d'envoyer des professeurs, de leur dire de ne pas s'engager dans la guerre, mais d'envoyer des professeurs d'échange pour montrer que la France incarnait toutes les bonnes valeurs de la civilisation et ne voulait pas entrer dans les questions concernant la guerre. C'est ce qu'ils ont fait. Le monde culturel a fait front en 1914 et à la suite des manifestes, les bourses ont été réduites. En particulier, un discours stigmatisait les pratiques scientifiques des Allemands, comme on l'a dit. Cette mobilisation négative a eu une durée de vie limitée. Son but était de dénigrer les Allemands et ce fut particulièrement le cas en 1914-1915, mais cette rhétorique a disparu entre 1916 et 1917. À partir de 1916, la dynamique de la guerre a changé sur le plan culturel, militaire, politique. Elle est devenue la guerre des alliés. Les offenses militaires ont été planifiées par les efforts des alliés et des Britanniques. Une plus grande coopération entre les alliés est devenue manifeste. Mais simultanément, la guerre culturelle est devenue considérée comme une guerre des alliés et comme une guerre qui véhiculait les idées des alliés. Jusqu'à ce moment-là, la mobilisation des membres du monde académique était vue comme quelque chose de négatif. Mais cette mobilisation négative pour la guerre n'a jamais été considérée comme un long scénario. Et les nations alliées ont invoqué des idéaux plus positifs qu'ils souhaitaient défendre. Ils étaient porteurs d'avenir et envisageaient l'avenir qui nécessitait une nouvelle conception de la guerre comme une guerre pour la démocratie, comme ce fut le cas lorsque les Américains sont entrés en guerre. Mais
relations se sont avérées problématiques entre la France et la Grande-Bretagne. Ils partageaient peu de valeurs culturelles. Les Français se voyaient comme une république, ce qui était beaucoup plus problématique parce que la Grande-Bretagne et les valeurs culturelles avaient des valeurs qui ne correspondaient pas. Et c'est devenu un problème à partir de 1916. Au printemps de 1916, un historien d'Oxford, qui était vice-chancelier de l'université de Sheffield, était envoyé en mission en France pour faire deux choses. Tout d'abord, il devait faire comprendre l'implication des Britanniques dans la guerre aux Français, que les Français n'avaient toujours pas bien comprise. Deuxième chose, il voulait voir comment les organes de contrôle de l'opinion en France fonctionnaient. Fish a rempli cette mission en dépit des atrocités commises en Belgique, mais aussi parce qu'il connaissait bien le monde universitaire français. Il avait fait sa scolarité en France et en Allemagne, il parlait les deux langues et il pouvait utiliser les relations qu'il avait pour pénétrer dans le monde universitaire et voir de plus près comment celui-ci fonctionnait. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à Paris. Il a rencontré des membres du monde académique, des mathématiciens, le ministre de l'Éducation et d'autres éminentes personnalités. Il a également rencontré Albert Camp. Fort de ces relations, il s'est engagé à créer d'autres contacts dans le monde politique. Fisher a compris à quel point les Français ignoraient l'implication des Britanniques dans la guerre et pour y remédier, il a proposé de faire connaître les réalisations culturelles britanniques. Il a proposé de créer une agence de propagande, entre guillemets, de la culture britannique. Il a proposé que des auteurs éminents des deux pays écrivent des articles dans la presse respective de ces deux pays. Paul Lavey, le ministre de l'Éducation, qui était responsable aussi des matières scientifiques, a réuni des idées sur la situation française pour en faire part à son homologue britannique. Les deux se sont montrés soucieux de créer et d'aboutir à une compréhension mutuelle du fonctionnement des deux pays. Des échanges de littérature scientifique s'avéraient également nécessaires. En 1915, 16 universitaires français sont venus en Grande-Bretagne pour visiter les universités Oxford, Cambridge, Université de Londres, avant de se répartir en plus petits groupes pour les universités de Leeds, Glasgow, Édimbourg et d'autres encore. Ces visites de délégation dans les universités n'ont pas forcément abouti à un échange d'idées comme l'auraient souhaité les Français. Or, les Français connaissaient bien la situation de l'école normale supérieure qui avait été détruite par la guerre. Donc, présenter aux Français les équipements britanniques était quelque chose de tout à fait symbolique. Et ça renforce le côté symbolique des universités dans le cadre de la mobilisation culturelle, universitaire et politique. Le voyage de Fisher en France a abouti à d'autres productions. Un volume est paru pendant l'année 1916. Et dans cette publication, il signalait que même si la Grande-Bretagne et la France avaient été des opposants, elle s'était conduite de manière tout à fait correcte, contrairement aux Allemands. Une autre publication
a été le fruit d'une collaboration entre universitaires britanniques et français que Fisher avait rencontré lors de son voyage. Alors vous voyez une tendance similaire dans la mobilisation de la science au niveau universitaire. La Première Guerre mondiale a abouti à une mobilisation, un processus qui a démarré à partir de 1915, alors que certains universitaires, les scientifiques de la Société royale en Grande-Bretagne et de l'Académie des sciences avaient offert leur service à leur gouvernement respectif dès le début de la guerre. Il a fallu attendre 1915 pour que ces tâches leur soient clairement confiées. 1916 a été un point de transition et un jalon. La stabilisation des fronts et l'aboutissement des opérations militaires ont permis de changer la donne. Mais il fallait soutenir les efforts de guerre et terminer le conflit. À partir de 1915, certains problèmes ont été peu à peu réglés via la mobilisation de réseaux de savants qui travaillaient à la résolution de certains problèmes ou aux tâches administratives et bureaucratiques. Les gouvernements nationaux avaient déjà une certaine expertise au sein de leurs universités en temps de guerre, pendant la guerre prussienne. D'aucuns ont fait aussi appel à des conseillers, mais en 1915, la situation était différente. La guerre commençait à durer, des procès avaient également lieu et la mobilisation des sciences naturelles a été la démonstration évidente d'un changement au niveau du déroulement de la guerre. Après la guerre, le mathématicien anglais Lord Morton a remarqué que la guerre moderne était une guerre de puissance accumulée visant à la destruction. C'est comme ça qu'il définissait la guerre. La mobilisation scientifique avait trois caractéristiques. Des comités étaient composés d'experts, des hommes qui étaient trop vieux pour faire la guerre et qui parlaient de thématiques particulières. Des jeunes universitaires ont été commis à des projets bien spécifiques et les laboratoires universitaires ont été repris en main par l'État. Ces trois catégories ne s'excluaient pas l'une l'autre et les réseaux scientifiques étaient mobilisés et intégraient ces trois éléments pour tenter de résoudre certains problèmes. Comme je le disais, la mobilisation de la science était organisée en France par Paul Levet, un ancien professeur de la Sorbonne. Il était le représentant élu du monde académique en France. Il avait été désigné ministre de l'Éducation en 1915 et souhaitait décentraliser les ressources scolaires françaises. En Grande-Bretagne, le manque de centralisation ne permettait pas la même chose. Les savants étaient mobilisés via différentes organisations, les missions, les sociétés savantes et d'autres organisations. En Grande-Bretagne, la mobilisation des connaissances a suscité pas mal de questions sur les conditions de l'enseignement supérieur. Dans bon nombre de cas, l'enrôlement de scientifiques dans des positions importantes au niveau des tâches militaires ou du ministère de l'Éducation est devenue apparente pour tous. Leurs connaissances n'étaient pas suffisantes en temps de guerre et leurs connaissances devaient être étoffées. La guerre devenait une guerre des alliés. Et même chose pour la mobilisation scientifique. Paul Levet avait fait
beaucoup attention à ce que faisait la Société royale en Grande-Bretagne. En avril 1915, des responsables se sont rendus à Paris avec un comité de liaison scientifique et se sont rendus au ministère de l'Invention français. Sir Henry Norman, un journaliste et francophile qui était proche de David Lloyd George, le ministre des Munitions, a été désigné. Norman a mis sa base à Paris et a relayé les informations sur les découvertes scientifiques. Il a dit qu'il était en très bon terme avec tous les niveaux de service et qu'il n'y avait pas d'informations techniques qu'il ne pouvait pas se procurer immédiatement. Alors, les universités françaises et britanniques coopéraient pour mieux se comprendre les unes les autres et savoir ce qu'elles faisaient en termes d'efforts de guerre, de même que pour faciliter et favoriser l'échange d'informations en temps de guerre. Il y a beaucoup d'ironie, en fait, dans la création de ce comité de liaison pour les scientifiques britanniques et français. Parce qu'au plus les Britanniques se rendaient compte de ce que faisaient les Français, au plus ils se sont rendus compte de leurs défauts ou de leurs qualités. Et en Grande-Bretagne, il y avait énormément de chevauchements au niveau des comités, au niveau des organes qui étudiaient la même chose, alors qu'en France, eh bien, cette centralisation du haut vers le bas rendait eh bien, certains processus beaucoup plus transparents et efficaces. La communauté scientifique britannique a exprimé sa frustration au début de 1916. Le mouvement a demandé un changement et des réformes en octroyant un rôle plus important aux sciences naturelles dans les universités et à tous les niveaux en fait de l'enseignement. La mobilisation des sciences aux États-Unis est documentée par les pratiques des alliés. Des histoires et des opinions de journalistes français et britanniques se retrouvent dans la presse américaine. En fait, on parlait déjà de la guerre bien avant. Les Américains savaient ce qui se passait en Europe, tant et si bien qu'ils ont créé un comité de recherche. Et lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, ils ont mobilisé leurs ressources scientifiques rapidement et de manière efficace. Ils n'ont pas pu improviser comme cela avait été fait en France et en Grande-Bretagne. En août 1916, un physicien de Cambridge qui travaillait pour le ministère des Munitions a écrit à l'université d'Harvard et a proposé une collaboration entre scientifiques américains et britanniques. Il a exprimé le désir des scientifiques britanniques d'attirer l'attention des Britanniques sur certaines erreurs à éviter. Dans le même mémorandum, il a décrit la mobilisation de la communauté scientifique en 1914 et 1915 qui s'était mal déroulée pendant ces temps de guerre. Et il proposait d'envoyer des conseillers scientifiques aux États-Unis. Les savants américains étaient au courant de ces problèmes. Avant que les États-Unis n'entrent en guerre, ils avaient écrit à Newton Baker pour demander bien, que les scientifiques ne soient pas mobilisés au sein de l'armée, mais que ces ressources soient utilisées pour résoudre les problèmes de guerre. Il avait remarqué qu'en Angleterre, certains physiciens prometteurs étaient tués sur le champ de bataille et qu'ils auraient eu davantage leur place pour travailler sur des questions de balistique ou d'aéronautique. Les Américains sont entrés en guerre et c'est important ce moment parce qu'il a, d'une certaine manière, consolidé la mobilisation des forces alliées. Il y a eu à partir de ce moment-là une rhétorique anti-allemande incarnée par l'idée que cette guerre était une guerre pour garantir la paix à l'avenir plutôt que pour réagir à l'invasion allemande de 1914. Et elle invoquait des idéaux partagés
Elle s'est exprimée par cette alliance britannico-américaine. Et cette rhétorique, eh bien, on l'a constatée de manière très forte en France et aux États-Unis. Au même moment, des structures universitaires ont vu le jour pour empêcher que le pouvoir intellectuel ne reste entre les mains des Allemands. Un groupe de l'université d'Oxford a écrit en 1907, je cite, « Nous pouvions sans difficulté exercer une influence intellectuelle et sociale, la même influence que les Allemands ont eue pendant 20 ans. » En d'autres mots, les responsables politiques, les administrateurs universitaires et les professeurs voyaient cette période comme une période d'opportunité pour servir leurs avantages au niveau de leurs institutions, au niveau de leur profession. Finalement, il s'agit d'une période où ils souhaitaient peut-être pas exclure l'Allemagne, mais intégrer les nations des Alliés. Et on a constaté ce mouvement en Grande-Bretagne et en France. Les savants américains ont également renforcé leurs liens internationaux et leur position de prestige sur la scène mondiale. En 1918, une délégation de représentants du monde universitaire britannique se sont rendus aux États-Unis pour rencontrer le président Wilson et pour visiter les universités afin de promouvoir l'échange d'étudiants entre universités américaines et britanniques. Simultanément, 2 délégations françaises se sont rendues aux États-Unis également en 1917 et 1918. Au mois de mai 1918, ce sont des universitaires britanniques qui se sont rendus en France. Vous voyez, les délégations alliées se rendaient fréquemment à l'étranger pour voir ce que faisaient leurs homologues étrangers. Et ce mouvement s'est poursuivi avec un objectif plus clair. Ces délégations menaient des missions assez sophistiquées via l'échange d'étudiants. Et l'échange d'étudiants est devenu un thème récurrent et dominant. La guerre était l'opportunité pour les universités françaises et britanniques de rattraper le retard par rapport aux rivales allemandes, et ce, via différents moyens. Les Américains, avant la Première Guerre mondiale, préféraient toujours étudier en Allemagne plutôt qu'en Grande-Bretagne et en France, ce qui suscitait une certaine jalousie. Mais pendant la guerre, la situation s'est renversée. En dehors de sa réputation pour sa brillance académique, ce qui distinguait les universités allemandes, c'était l'obtention du doctorat. Les universités étaient devenues des centres de recherche avant 1914 et obtenir ce doctorat de recherche était la marque la plus prestigieuse pour un étudiant. Alors que les institutions américaines engageaient des universitaires qui avaient eux-mêmes étudié aux États-Unis, les étudiants diplômés qui souhaitaient entreprendre des recherches à l'étranger se rendaient automatiquement en Allemagne. Mais pendant la guerre, eh bien, les Américains, comme je le disais, ont dû changer cette donne. Il y a une certaine ironie dans l'adaptation de l'obtention du doctorat dans les nations alliées qui ont utilisé l'innovation allemande pour que l'Allemagne cesse de dominer et de recevoir le plus grand nombre d'étudiants. En 1919 et 1920, le système d'obtention du doctorat a été réformé pour rendre l'obtention du doctorat plus accessible aux étudiants étrangers, et il en fut de même à l'université d'Oxford. 1917,
Des documents ont été échangés entre des représentants du monde universitaire britannique et français portant sur les obstacles à l'échange entre professeurs. Dans les deux cas, des réformes ont été apportées pour promouvoir ces échanges et des échanges d'étudiants ont pu se poursuivre pendant cette période. Août 1919, un programme voit le jour via lequel des étudiants français se rendent dans des universités américaines, à Columbia, à Princeton, à Berkeley, à Northwestern et dans d'autres universités encore. Et la manifestation la plus claire de cette collaboration remonte à 1923, 5 ans après la guerre, avec le programme d'échange pour les étudiants de maîtrise universitaire. Il y a eu d'autres expressions de réforme des programmes de bourse et d'échange, dont un bon exemple est celui de la Sorbonne. Charles Serre, qui était professeur à Harvard, a déménagé à la Sorbonne et s'est dit confiant à l'idée de donner cours de civilisation américaine à Paris. Il s'agit là de l'aboutissement de ma carrière. Pendant cette même période, un autre fait majeur concerne l'obtention par un étudiant américain de son diplôme à la Sorbonne à nouveau. Une législation, une loi particulière, bien spécifique, a d'ailleurs dû être promulguée pour accepter l'équivalence des diplômes. Et depuis lors, la Sorbonne s'est dotée de 25 000 publications sur la civilisation américaine. Au même moment, on a vu des cours de littérature américaine être créés à l'université de Lyon. Simultanément, le détenteur de la chaire d'histoire à l'université de Cambridge était un Américain. Visiblement, les idées américaines étaient porteuses dans les pays européens et ce peut-être pour la première fois. Je pense qu'il est intéressant de constater, de voir quels sont les moteurs de ces changements. Ils ne sont pas toujours promus par l'État. En France, il y avait un certain désir de détrôner l'Allemagne dans sa suprématie au niveau du monde universitaire aux États-Unis. Il y avait des universités très ambitieuses qui voulaient aussi avoir davantage de prestige. Il y avait aussi des professeurs qui voulaient être impliqués dans ces programmes d'échange. La Grande-Bretagne est un petit peu entre les deux parce que l'État est moins impliqué dans l'enseignement supérieur, mais vous le voyez, eh bien, tous ces moteurs de changement sont différents et ne sont pas uniquement liés à l'État, mais également à d'autres forces de changement. Alors, pour conclure, à partir de 1914 et jusqu'à 1916, et je pense que les présentations d'aujourd'hui ont bien montré que la mobilisation dans le cadre de la guerre avait été organisée au niveau national, des pétitions signées au niveau national, la mobilisation des ressources aussi avait lieu au niveau national et les gouvernements percevaient la guerre selon leur propre point de vue. À partir de 1916, eh bien, la guerre est vue davantage du point de vue des Alliés sur le plan militaire, politique, mais aussi culturel, ce qui reflète le sentiment de l'époque.
cette démonisation de l'Allemagne à partir de septembre 1914. On le savait, parmi les représentants du monde universitaire, n'allait pas durer et reflétait une certaine angoisse, une certaine anxiété par rapport à leur zèle à entrer en guerre à partir de novembre 1914. Et ce sentiment reflète peut-être une gêne, un malaise au début de la guerre qui devait être remplacé par quelque chose de plus positif et par peut-être une intégration entre les alliés. Merci.